L'été, c'est l'heure des bilans. Et le bilan de cette dernière année sur IFTTD, c'est que sur 52 épisodes, nous avons parlé 38 fois d'intelligence artificielle. Alors ici, on maîtrise plutôt bien la partie artificielle, mais l'intelligence, la vraie, l'originale, on n'en a presque jamais parlé. Cet été, nous vous proposons donc une série spéciale de 6 épisodes avec 6 chercheurs pour comprendre ce qu'est vraiment l'intelligence. Bienvenue dans votre réseau de neurones. Dans notre métier, on n'a pas le choix, il faut apprendre. Un framework qui change tous les 6 mois, un langage qu'on découvre sur le tas, une techno qu'on ne connaissait pas la semaine dernière et qu'on est censé maîtriser aujourd'hui. Mais on apprend aussi par l'expérience, une mise en prod ratée, une PR qui a été rejetée, un data breach découvert trop tard, et les vieux de la vieille qui transmettent, qui nous racontent. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que vous écoutez ce podcast, vous êtes là justement pour apprendre. Mais alors, comment apprend-on? Pourquoi oublie-t-on certaines choses qu'on retrouve pourtant à un autre moment? Et surtout, si je range bien mon disque dur, pourquoi je n'arrive pas à ranger aussi bien ma mémoire? Pour répondre à ces questions de mémoire, je ne reçois pas Babar, mais il a une mémoire d'éléphant. Mathieu, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer à dev. IFTTD, c'est un podcast fait par des devs, avec des devs et pour des devs. Et ici, on code comme on discute en étant différent, extraordinaire et visionnaire. Avec grand plaisir. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, je pense qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas. Je suis pas aussi connu que Taylor Swift. Je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Ça, c'est le poste que j'occupe actuellement. Pour donner quelques éléments de contexte, j'ai une formation initiale de psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je m'intéresse à la mémoire. C'était initialement très centré en tant que psychologue évidemment autour des patients, notamment des adultes, particulièrement les plus âgés, après des accidents de la vie, traumatisme crânien, AVC, maladie d'Alzheimer, etc., ce qu'on peut imaginer. Et ces dernières années, dans le cadre de travaux de recherche en collaboration avec tout un tas de collègues différents, la question de la mémoire, elle s'est étendue à différents âges et sur d'autres problématiques, notamment ce que tu évoquais, comment on apprend tout au long de la vie, pas seulement quand on est enfant et qu'on doit aller à l'école, mais vraiment comment on peut acquérir des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, comment tout ça va se développer, comment on peut le favoriser, puis comment on peut gagner un petit peu de temps, parce qu'on a des journées que de 24 heures, moi compris, et c'est bien de pouvoir dormir, de passer du temps avec les gens qu'on aime et faire autre chose que travailler, donc si on peut avoir quelque chose d'optimisé, et puis surtout qui va durer dans le temps. Alors du coup, dans ce que tu évoques, effectivement, il y a cette notion de apprendre aussi bien quand on est jeune que quand on est adulte. On entend souvent passer le terme de plasticité cérébrale. On a l'impression que les jeunes, effectivement, apprennent plus facilement que d'autres. J'ai notamment vu il y a quelque temps une vidéo sur YouTube d'un Américain qui faisait des conférences, qui expliquait qu'il avait ajouté un engrenage sur son guidon de vélo. Et du coup, quand il tournait le guidon à droite, la roue tournait à gauche et inversement. Et ça lui avait pris beaucoup de temps pour apprendre à réussir à faire du vélo avec ce vélo-là, là où son enfance, ça lui avait pris que quelques jours. Est-ce que du coup, cette plasticité cérébrale, est-ce que c'est une réalité scientifique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut entraîner, qu'on peut faire perdurer, ou de manière assez organique, avec le temps, on a un cerveau qui se rigidifie? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que en tant que personne qui fait du vélo tous les jours, je m'amuserais pas à faire ce genre de choses. Ça me paraît dangereux. Alors je roule en ville aussi, mais cela dit, l'expérience est intéressante. Oui, il y a une plasticité qui existe. C'est une réalité bien documentée, à la fois sur le plan
neurobiologiques. On a des mesures physiologiques de changement, de neurones, de dendrites, d'associations. Et sur le plan cognitif, ce qui est plutôt ce que je connais un petit peu plus, on observe très clairement que les apprentissages qui sont liés à cette plasticité, c'est-à-dire notre capacité d'apprendre, de changer, en fait, de s'adapter, elle a tendance à diminuer au cours du temps. C'est-à-dire que globalement, quand on est enfant, quand on est adolescent, évidemment, on apprend beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement, que ce soit des langues, des formules mathématiques, des aspects très pratiques aussi, hein, de faire du vélo, par exemple, ou d'adapter. Ce qui est important surtout à retenir, c'est que cette plasticité, elle ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire que même si on est très âgé, même dans le cas, je parlais de pathologies neurodégénératives, hein, comme la maladie d'Alzheimer pour la plus connue, même dans ce cas-là, on peut apprendre des nouvelles choses. Il y a des collègues à Caen, par exemple, qui travaillent sur la musique, et qui avaient fait ça il y a quelques années, et qui continuent de travailler là-dessus, qui avaient appris des nouvelles chansons à des gens en maison de retraite avec qui avaient des troubles cognitifs. Donc pas des chansons de leur jeunesse à réactiver, mais vraiment des nouvelles chansons. À l'époque, c'était J'ai demandé à la lune. Je me rappelle avoir vu une chorale, donc ça venait de sortir quelques années avant, les gens connaissaient pas, et ils la chantaient tous ensemble alors qu'ils avaient des problèmes de mémoire importants. C'est un petit peu anecdotique ce que je dis là, mais il y a pas mal de travaux dessus. On peut acquérir tout un tas de compétences, de nouvelles compétences. Donc même quand on est âgé, j'insiste dessus parce que c'est une idée souvent répandue, une idée fausse que à partir d'un certain âge, on entend parfois je peux pas changer, ça sert à rien, je vais pas apprendre. C'est possible. Par contre, effectivement, comme le papa sur le vélo avec son fils, c'est plus compliqué. J'ai des enfants qui sont évidemment jeunes, j'apprends moins vite qu'eux. Mais j'apprends quand même des choses. Est-ce que cette difficulté d'apprentissage, parce que je me faisais la réflexion il y a quelques temps, c'est que effectivement quand un bébé apprend à parler, il apprend à parler dans un contexte où il a aucune comparaison de quoi que ce soit. Alors que quand on est au collège ou au lycée et qu'on apprend une nouvelle langue, en fait cette nouvelle langue qu'on apprend, pendant très longtemps, on la traduit. On traduit notre langue versus la nouvelle, donc on a une espèce de correspondance, on fait un mapping entre deux éléments, alors que le bébé, il apprend à associer un ensemble des choses qui ne sont pas forcément corrélées. Est-ce que cette difficulté à apprendre, elle vient du fait que, comme on a appris des choses avant, c'est plus difficile de faire rentrer des nouvelles informations dans tout ça, et que du coup, il y a une espèce de bruit ambiant qu'il faut réussir à gérer, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Ça dépend comment on va traiter les informations. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a d'abord la comparaison sociale et que ça peut nous stresser, ça peut être un frein, clairement, aux apprentissages. De se dire, il y a mon copain Stéphane, il est meilleur que moi en histoire, ma voisine Pauline, elle est meilleure que moi en géo, etc. Moi, ça peut m'inhiber. Ça va dépendre des personnalités, il y en a, ça va être un challenge, etc. Mais c'est des facteurs, effectivement, qui peuvent jouer. Après, il y a, dans ce que tu dis, si pour une langue, par exemple, on se dit, j'apprends l'espagnol. Je suis en train d'apprendre l'espagnol avec des applis, par exemple. Au début, on a tendance à se dire, ça veut dire ça en français, la construction, c'est comme ça en français. Donc, je passe par des étapes et je me rajoute, en fait, de la difficulté parce que je fais des chemins plus longs. Mais ce qui, au début, est très difficile d'y aller à fond. Donc, surtout quand on est très avancé, c'est-à-dire que moi, ça fait plus de 40 ans que je suis un expert 40 ans que je suis un expert du français, parce qu'avant un an, je parlais pas des masses, clairement. Donc, j'ai 40 ans d'expertise dans une langue. Évidemment, quand j'en apprends une nouvelle, cette expertise-là, elle va peser très très fort. Alors que les bébés, dans ce que tu évoques, ils n'ont pas beaucoup de points de comparaison. Et puis surtout, ils sont exposés. Déjà, ils ont une plasticité absolument incroyable par rapport à des adultes comme nous. Et si on a ce cas-là avec les enfants bilingues, si on reprend la question de l'apprentissage des langues, il y a des enfants qui naissent dans des familles où il y a deux parents qui ont deux langues différentes et qui parlent chacun dans leur langue. Donc, faut juste que ça soit bien clair, en fait, qui parle quelle langue. Et les enfants, en fait, ils développent un bilinguisme rapide, voire un trilinguisme, quand ils ont deux parents qui vivent dans un pays étranger, qui est pas, en tout cas, le pays de leur langue native respective. Donc ça, c'est aussi, si on veut apprendre des langues, les séjours d'immersion, évidemment, sont formidables. Il y a plein de techniques et les profs de langue disent ça souvent. Déjà, quand j'étais au collège, j'ai ce souvenir-là en disant « Allez-y directement, parlez en anglais, même si c'est pas bien, même si c'est pas parfait, allez-y directement. » Je me rappelle d'une prof de langue qui était formidable, qui avait cette formule. Elle disait « En fait, vous saurez que vous parlez bien anglais quand vos rêves, vous les ferez en anglais. »
C'est-à-dire quand c'est plus le point de passage en français, c'est quand par défaut, on va être dans la langue qu'on est en train d'apprendre. Quand on pense Ouais. directement dans une langue, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a une petite étape au début où, notamment quand on est adulte, quand on est un petit peu avancé, on repasse par notre langue native d'abord. Mais une fois qu'on a dépassé ça, par exemple pour l'anglais, j'ai cette expérience-là. Je suis pas un bilingue absolu. Par contre, sur l'aspect scientifique, quand je discute avec des collègues, quand je lis des articles, ce qui est quelque chose de quotidien pour la lecture d'articles, pas parler avec des collègues en anglais, mais c'est régulier. Maintenant, je pense directement en anglais. Et c'est l'inverse parfois. Ouais. Dire, bah oui, je l'ai lu en anglais, il faut que je l'explique en français. Moi, j'ai le terme anglais scientifique, j'ai le terme technique. Ça amuse parfois ma femme ou mes amis quand je dis mais ça, comment on le dit en français? Donc c'est montrer que cet apprentissage, il va être plus facile quand on va y aller directement, mais ça demande déjà un petit niveau d'expertise. Donc il y a souvent une phase où on patine un petit peu au début, où on peut avoir l'impression de peu progresser. Ouais. Ce qui du coup m'amène sur parce qu'en fait ce que tu décris quoi effectivement on a cette espèce de d'entraînement avec différentes langues où d'un moment on fait plus cette traduction. Moi mon côté très informatique très développeur me fait dire que moi ça me rappelle en fait la mécanique qu'on utilise aujourd'hui sur certains LLM ou c'est des dynamiques qu'on utilise ce qu'on appelle les systèmes de RAG où en fait je sais pas si tu le sais mais on représente l'information sous forme de vecteurs. Et donc, en fait, quand tu t'entraînes sur des millions et des millions de textes, ben, en fait, le vecteur qui représente le mot Apple et le vecteur qui représente le mot pomme, ben, en fait, c'est exactement le même. Et donc, en fait, il n'y a pas, pour le LLM, en fait, lui parler du coup en anglais, en chinois ou en français, pour lui, il n'y a pas de différence parce que les vecteurs sont exactement les mêmes. Ce qui, du coup, m'amène à ma question de comment est-ce que dans le cerveau, comment est-ce qu'on enregistre une information ou un savoir? Est-ce qu'il y a une différence entre je sais pas, une information que je sais, par exemple 1515 Marignan, et le fait que je sais conduire une voiture. Tu vois, est-ce qu'en fonction du type de savoir, il y a aussi une manière différente? Enfin, comment est-ce que tout ça c'est encodé comment c'est enregistré et comment c'est encodé dans mon cerveau? Alors, je fais un petit point un peu général avant sur le fonctionnement du cerveau qui est sous forme de réseau. Pour écarter une vieille idée encore parfois trop répandue que le cerveau serait des petites boîtes côte à côte, comme des petits tiroirs dans lesquels on rangerait plein d'informations. Donc ça marche pas comme ça. Ça serait super pratique. On aurait des petits tiroirs comme dans sa commode avec nos chaussettes, nos t-shirts, nos pantalons et nos shorts. Avec des étiquettes bien rangées, c'est pas tout à fait comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est distribué sur un réseau complet et en fait qui vont activer différents réseaux en fonction de la complexité de ce qu'il va y avoir et en fonction du stade aussi dans lequel on est. Par exemple, ça va être des réseaux différents selon qu'on soit novice ou expert dans une tâche. Prends l'exemple de conduire, alors que ce soit une voiture ou un vélo. Ça va être la même chose quand on va décider pour un raisonnement clinique, par exemple, faire un diagnostic, pour envisager l'accompagnement qu'on va proposer à un patient. On voit qu'il y a des façons de raisonner un petit peu différentes. Globalement, ce qu'on fait, c'est que plus on est expert, plus on va à l'économie. C'est-à-dire que moins on va mobiliser de choses. Et de ce que je connais un petit peu des LLM, c'est ce vers quoi on tend un peu aussi. C'est-à-dire au lieu d'utiliser d'énormes modèles qui vont tout activer et manger plein de ressources, si on entraîne un modèle plus petit sur une tâche spécifique, donc il faut une expertise, il faut être avancé, il faut savoir quoi chercher, on va gagner de l'efficacité, du temps et enfin une économie d'énergie globalement. Et si je dis une bêtise, je tiens à m'excuser auprès de Non, mais c'est effectivement ça. Mais et moi j'ai ramené ça à la métaphore que je connaissais, puisque je connaissais Ouais. plus évidemment le cerveau que le fonctionnement des LLM. Mais pour dire que c'est effectivement cette question de réseau. Donc au début, par exemple, quand on apprend à conduire, quand on est à l'auto-école, on regarde un million de trucs, on est absolument épuisé à la fin d'une heure de conduite. Les premières heures, on conduit seul. J'ai souvenir encore aujourd'hui en conduite accompagnée à 17 ans et demi de mon père qui va me chercher à la gare à Paris et on remonte en Picardie et je prends la voiture familiale et je sors de Paris pendant les vacances de Noël. Enfin, c'est blindé partout, une surcharge cognitive absolue. La première station d'autoroute, je dis papa, s'il te plaît, reprends le volant. Alors il y avait une longue journée avant, etc. Mais j'étais puis j'avais 17 ans, enfin j'étais jeune, en forme, je pouvais encaisser un petit peu plus évidemment. Je dis papa, reprends le volant, je suis absolument épuisé, j'avais tout donné cognitivement. Aujourd'hui je fais des trajets, aujourd'hui c'est moi le papa, je fais des trajets plus longs, plus complexes, je suis repassé par Paris un certain nombre de fois.
ce qui peut être un peu fatigant évidemment, mais c'est pas bloquant parce que je mobilise beaucoup moins d'éléments, parce que ça fait plus de 20 ans que je conduis, il y a beaucoup d'automatismes, que je me suis aussi déjà retrouvé dans des situations complexes que j'ai su surmonter, donc j'ai rajouté en fait des connexions, des réseaux, il y a des choses qui sont, on va dire, pré-câblées. Je sais que quand j'arrive au rond-point de l'Étoile, par exemple, il va falloir prendre son élan, souffler un petit coup, ou bien regarder qu'il y a des techniques selon là où je vais. La première fois, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup plus d'informations aussi à gérer, et il y a des automatismes qui sont pas encore en place. Donc pour revenir à cette question du réseau, l'idée c'est qu'on va distribuer justement ces connaissances et savoir-faire dans différentes parties du cerveau. Par exemple, pour la conduite, il y a des aspects de connaissances. Il faut connaître le code de la route, savoir reconnaître les panneaux. Si on est dans des modèles qu'on qualifie de structuralistes avec différents types de mémoire, on peut parler dans ce cas-là de mémoire sémantique. Je sais que les panneaux rouges, ça va être plutôt des interdictions, bleu, des obligations, que le carré, le rond ont des significations différentes, etc. Et puis il y a des aspects dans ces modèles-là qu'on va qualifier plutôt de procéduraux, c'est-à-dire quelque chose qui est très ancré dans l'action, qui est automatisé, enfin qui va devenir automatique au fur et à mesure de l'apprentissage. Par exemple, passer les vitesses, j'ai plus besoin, comme beaucoup de conducteurs j'espère, et de conductrices, de regarder ma main pour dire la première est là, la seconde est là, etc. Je passe les vitesses, même sans y penser maintenant, c'est automatique. Je sais, puis quand on connaît sa voiture, un petit peu, ça peut varier d'un véhicule à l'autre, mais très vite on passe les vitesses assez facilement sans y penser, on met son clignotant, ses essuie-glaces, etc. Ça demande, en termes de charge cognitive, extrêmement peu. Donc je vais aussi activer des réseaux moteurs, parce qu'en faisant ça, je bouge la main, je vais bouger les pieds, je vais aussi avoir des aspects visuels, parce que je vais vérifier. Alors évidemment, je regarde la route devant moi, je jette un œil régulier dans les rétros, etc., etc. Donc l'apprentissage, il n'est pas stocké à un endroit, et selon les apprentissages, ça va être des réseaux qui peuvent être différents, parce que ce que j'évoquais sur la conduite, on voit que c'est très distribué. Quand je dois apprendre l'espagnol, par exemple, si je reprends l'exemple concret, évidemment, mes réseaux moteurs, ils vont être un petit peu moins développés. Alors, si je m'entraîne à parler un petit peu plus, mais ça va être des réseaux aussi, même au niveau moteur, différents de ceux quand je conduis. En général, quand je conduis, je vais pas particulièrement parler, sauf si j'ai des passagers, mais c'est pas obligatoire. Et à l'inverse, quand j'apprends l'espagnol, je peux parler un petit peu avec mon appli. Je bouge rarement les bras et les pieds face à mon téléphone. En effet. Tu parles du coup de cette notion de réseau et de connexion qui se crée d'un point de vue très biologique, parce que moi j'avais toujours cru comprendre que on ne crée pas de nouveaux neurones dans notre cerveau passé un certain âge, mais du coup si on a des connexions qui se créent, c'est-à-dire qu'il y a quand même biologiquement il y a quand même un fil entre guillemets qui on va dire qui se tend entre deux neurones. Comment ça se passe cette création de cette connexion? En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que plus on va solliciter une connexion, plus elle va se renforcer. Donc il y a des connexions, il y a des chemins en fait dans ce réseau qui vont être plus ou moins forts, comme quand on va se balader en forêt, il y a des chemins facilement praticables, souvent empruntés, et d'autres où il faut un petit peu pousser les branches et faire attention aux orties ou aux herbes hautes, selon ce qu'on explore. Donc l'idée avec ça, c'est plus on va en fait solliciter un chemin, donc plus on va s'entraîner pour un apprentissage, donc la conduite, une langue, tirer à l'arc, jouer aux jeux vidéo, enfin peu importe. Plus en fait on va renforcer ce chemin-là, voire on va créer des nouveaux chemins, parce que quand on part de zéro, alors du tir à l'arc, j'ai dû en faire une fois il y a 25 ans en vacances, mais si je commence à faire du curling cet hiver, je pars de zéro, j'en ai jamais fait, je vais créer forcément des nouvelles associations, par exemple. Et il y a ces expériences très connues d'une université londonienne avec les taxis londoniens, qui datent du début du XXIe siècle et qui avait pas mal changé nos connaissances et nos représentations, parce que jusqu'à assez tard, jusqu'à la fin du XXe, globalement, on avait plutôt cette idée que effectivement on pouvait pas développer de nouvelles choses à l'âge adulte, en tout cas que biologiquement ça pouvait être compliqué, pas forcément interdit, mais c'était très compliqué, on n'avait pas beaucoup de preuves.
Et c'est une expérience qui fait date. Il y a eu des choses avant qui ont permis de construire ça, bien entendu. Mais c'est ce qui reste et qui est le plus connu, où ils ont pris en fait des gens qui voulaient devenir taxi londoniens, donc ils passent un examen, ils ont une période de probation où ils s'entraînent, donc ils roulent dans les rues de Londres, et ils ont regardé, grâce à de l'imagerie cérébrale, ce qui se passait dans le cerveau de tous les candidats et toutes les candidates, et ils les ont triés a posteriori en 2 groupes, ceux qui ont réussi l'examen et ceux qui ont, malheureusement pour ces personnes-là, échoué à l'examen. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que il y a l'hippocampe, qui est donc une zone à l'intérieur du cerveau, qui s'appelle comme ça parce qu'il ressemble un peu vaguement, mais qui ressemble un peu quand même à l'animal marin, qui est dans ce qu'on appelle le lobe temporal interne. Donc c'est en gros, si on met le doigt en face de son œil et pas loin de son oreille au-dessus, on va taper à peu près dedans. Donc c'est à l'intérieur du cerveau, comme son nom l'indique, donc le lobe temporal qui est sur la tempe interne. Et il y a plusieurs sous-champs. Il y a un sous-champ spécifique qui est pas mal impliqué dans l'orientation dans l'espace. Et ce qui montre, c'est que la taille de ce sous-champ-là augmente physiquement. Donc autant on avait pas mal d'éléments depuis longtemps, on se disait bah oui, l'activation, un peu ce que je disais tout à l'heure, le réseau il est plus ou moins activé. Donc on voit une consommation de sucre, par exemple, d'oxygène selon ce qu'on mesure, qui est plus ou moins important. Donc ça peut varier, et ça c'était assez simple. Mais que ça puisse physiquement changer à l'âge adulte, parce que là évidemment ce sont que des adultes majeurs puisqu'ils conduisent. Ça c'était quelque chose qui était un petit peu moins attendu. Donc ça a été répliqué. Il y a eu évidemment depuis quelques décennies maintenant pas mal d'autres expériences comme ça qui vont dans ce sens-là, qui montrent que cette plasticité, elle existe encore et qu'on peut créer des choses qui est, je trouve, c'est un avis personnel que je donne ici. Je trouve que c'est une chose absolument formidable, et en tant qu'adulte, à titre personnel, parce que je me dis je peux apprendre des trucs. Puis surtout, c'est un message qu'on donne aux gens qui reprennent des études à l'âge adulte, qui se lancent dans des nouveaux projets. Et puis, ce qui me concernait le plus, je dirais en tant que psychologue, c'est aux patients. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes adulte, potentiellement vous êtes âgé, il y a encore la possibilité de développer des compétences. Peut-être pas de retrouver le niveau d'avant l'accident, par exemple, mais en tout cas, mieux que maintenant, et potentiellement de développer aussi des nouveaux savoirs. Donc ça, c'est, je trouve vraiment un super motif d'espoir, d'avoir ces connaissances-là en tête, parce que on entend effectivement souvent genre, je suis trop vieux pour apprendre, des gens qui ont des fois 40, 50 ans, 60 ans. Autant je me dis que passé 100 ans, c'est vrai qu'on peut se dire, allez, je vais lever un peu le pied, on va y aller tranquille, pourquoi pas. Mais vraiment de se dire, et même quand bien même à 100 ans on peut encore apprendre, il y a ce message-là qui est, je trouve, un formidable vent d'espoir. En effet. Ouais. Mais du coup, ce grossissement de cette zone-là spécifique que tu évoques, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux neurones qui se sont ajoutés ou des nouvelles connexions entre neurones? Alors après, mes cours de bio sont un peu loin, mais il me semble que peut-être un neurone, c'est un noyau avec un ensemble de fils qui vont se connecter à d'autres neurones au travers de synapses. Si je dis des conneries, n'hésite pas à me corriger. Mais donc du coup, est-ce que ce sont des nouveaux neurones ou des nouveaux liens entre des neurones qui sont apparus? Là, ça va être surtout des nouveaux liens, une réorganisation qui va se faire et qui va faire qu'en fait, ça va se développer, ça va grossir, particulièrement à cet endroit-là. Et globalement, là, c'était cette expérience toute particulière. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on crée de nouvelles associations et que c'est plutôt ce vers quoi on va tendre. Alors, on peut pas dire concentrez-vous fort, froncez les sourcils et faites grossir vos neurones et faites des nouvelles connexions. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de développer des nouvelles expériences. Ça, c'est le conseil général, c'est d'aller explorer des choses. Alors, parfois, on entend souvent cette formule de sortir de la zone de confort. Ouais. Je dirais, restez dans votre zone de confort, étendez-la, c'est pareil, hein. C'est juste, on va rester confortable, c'est très très bien, il n'y a pas besoin de se faire peur. Si des gens aiment se faire peur, mais du coup, c'est leur zone de confort de faire du saut à l'élastique ou en parachute ou d'apprendre le japonais en intégralité en 6 mois, grand bien à leur face. Mais on n'est pas obligé d'y aller à fond, en fait, on peut y aller de façon très très progressive on parle d'échafaudage, le terme anglais c'est de scaffolding. C'est comme ça qu'on fait pas mal de choses, qu'on développe de nouveaux comportements, de nouvelles connaissances. On y va petit à petit, on sécurise. Donc ça, on peut le conseiller dans toute la vie, d'apprendre une nouvelle langue, de regarder un film, j'allais dire, au hasard, ou de se laisser guider par les recommandations de ses amis, par exemple, qui ont des goûts un petit peu différents des nôtres, de se faire
s'échanger des livres, par exemple, des choses qu'on fait souvent avec ses proches. Donc ça, c'est des choses très très bien de découvrir des nouvelles cultures. Et puis de façon un peu plus concrète, quotidienne, quand on veut apprendre quelque chose, d'essayer de se poser la question, ça, à quoi ça me fait penser? Ça, quel exemple concret je pourrais trouver pour illustrer? Est-ce que je pourrais trouver une métaphore? Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle dans un autre domaine? Ce qu'on faisait tout à l'heure, entre les LLM et le cerveau. C'est un truc auquel j'avais déjà un petit peu pensé, mais l'idée c'est de créer ce genre de choses et d'y aller parce que ça nous force en fait à créer des nouveaux liens ou entretenir un lien qui était déjà là. Ok. J'ai cru comprendre aussi que dans le cerveau, donc tu as parlé effectivement de l'hippocampe, j'ai l'impression en fait, on sait de ce que je comprends qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont entre guillemets dédiées à certaines tâches, ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que, parce que quand on parle aussi de liens qui vont comme ça, ces réseaux qui sont du coup une manière de structurer entre guillemets l'information ou la connaissance, est-ce que ça veut dire que si toi et moi on apprend par cœur, je sais pas, une chanson de Taylor Swift, tu citais Taylor Swift tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que dans nos cerveaux, les chemins qui nous permettent en fait d'aller chanter une chanson de tête, est-ce que les chemins vont être très similaires ou tu vois, enfin, à quel point ils vont être proches en fait, c'est ça ma question. Est-ce que la structure d'information du coup sera la même chez tout le monde ou en fait pas du tout? Alors, elle sera pas exactement pareille chez tout le monde parce que on a des histoires différentes, parce qu'on a des corps différents. Alors là, on est en podcast, on est en audio. Moi, j'ai des lunettes, t'en as pas. T'as des cheveux, j'en ai pas. On a des différents. On est tous les deux des hommes. On a tous les deux un t-shirt foncé aujourd'hui. Voilà, on a des caractéristiques communes et des caractéristiques différentes. Et ça va, je fais une petite parenthèse un peu théorique générale, rentrer dans ce qu'on appelle la cognition incarnée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des cerveaux flottants, on n'est pas des esprits qui éthérés, qui flottent dans une dimension totalement blanche et dépourvue de toute chose. Mon rapport au monde, comme le rapport de n'importe qui, va être influencé par qui je suis. Parce que quand on est grand, quand on est petit, on perçoit pas déjà le monde de la même façon. Je fais 1m86, je perçois pas le monde de la même façon que mon fils qui fait 1m16. Très simplement. Donc, cognitivement, on va avoir des rapports différents. Ce que j'amène en étant un homme d'une quarantaine d'années, grand, chauve, avec une barbe, costaud, pas très souriant à premier abord, je renvoie une image aussi aux gens qui sont face à moi. Donc il faut que je prenne ça en compte parce que mon interaction avec le monde va être différente. Ça, c'est ce que je projette. Évidemment, ce que je reçois, ce que je vais intégrer, va dépendre aussi de ça, parce que les gens vont se comporter différemment avec mon fils qu'avec moi, par exemple, ce qui est bien entendu tout à fait normal et adapté dans une société. Et même si on a des caractéristiques proches, donc sur des aspects, par exemple, de connaissance de mots, de rythme, pour revenir à la question sur l'apprentissage d'une chanson, il va y avoir plein d'aspects qui vont être similaires, mais il va y avoir des aspects différents. Par exemple, j'ai dit Taylor Swift tout à l'heure en prenant le premier exemple qui me venait à l'esprit, parce que juste avant qu'on enregistre, j'avais reçu un message de ma femme, et que ma femme, c'est une grande fan de Taylor Swift. Donc là, le chemin était préactivé. Il était, je venais d'y passer. Donc, elle me parlait pas de Taylor Swift dans son message, mais je pensais à ma femme. Premier exemple que j'ai eu, c'était Taylor Swift. J'aurais pu aussi citer Jean-Jacques Goldman. Et en fonction de, par exemple, si t'es super fan de Taylor Swift, tu vas dire telle chanson, et Taylor Swift est connue pour ça, elle est reliée à tel truc, et il y a tel code, et c'était en lien avec tel easter egg. Il y a un réseau incroyable, alors que si c'est une chanson, si t'aimes bien Taylor Swift pour une chanson, parce que tu l'écoutes occasionnellement, ça va être connecté aussi différemment. Bien évidemment. Donc on va passer par des chemins qui peuvent être différents, par des réseaux qui peuvent être différents, même s'il va évidemment y avoir une structure. C'est en anglais, c'est chanté, c'est telle mélodie selon tel album, telle chanson, où ça on va avoir des chemins assez similaires. Et aussi là, en fonction de si c'est un album plutôt pop, country, plus rock, et notre appétence pour ça, ça va aussi avoir des petites différences. Ok. Quand on parlait tout à l'heure de l'expertise, que tu prenais l'exemple de la conduite, t'expliquais qu'en fait, il y a un moment, il y a une espèce d'automatisme, parce qu'en fait, il y a des chemins qui sont tellement, enfin, des connexions, des chemins dans le cerveau qui sont tellement empruntés, en fait, qui gagnent en poids ou en force, et du coup, ils sont plus facilement empruntables de manière à peu près automatique. Je crois que, enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris en tout cas.
de ce que tu disais. Est-ce que ça veut dire que si j'arrête d'utiliser aussi un chemin qui a été très marqué, est-ce qu'il peut se démarquer? C'est-à-dire que je peux au final, au bout de 10 ans ou 15 ans, en fait, me retrouver dans la même situation que ce que j'avais quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à apprendre à conduire? Euh, alors oui, ça peut se diminuer, disparaître complètement. J'ai pas d'exemple en tête, en tout cas pas pour des apprentissages très ancrés dans le moteur, comme la conduite, comme le vélo. Il y a cette formule qu'on entend souvent, hein, le vélo, ça ne s'oublie pas. Et effectivement, en fait, il y a quelque chose qui va être ancré dans le corps. Je parlais de cette cognition incarnée. Et dans les différentes modalités qu'on a sensorielles, la modalité motrice, kinesthésique, c'est celle qui est liée à l'action, elle est particulièrement robuste à l'oubli. Que ce soit avec le temps, quand on n'entretient pas pendant, en ce qui concerne le vélo, ça peut être plusieurs années. Hein. Quelqu'un qui a pas fait du vélo pendant des années, qui remonte dessus, les premières 5 minutes, elles vont être un petit peu difficiles peut-être, mais normalement très vite, on va retrouver ses marques et on peut aller faire une balade avec ses amis. Si c'est voilà, on en fait une fois tous les ans, par exemple. Il y a des gens qui font du vélo seulement une fois tous les ans, tous les 2 ans pendant l'été avec des amis. Bon, les 5 premières minutes, ils vont un peu doucement, mais s'ils s'amusent pas à descendre une montagne à pic, normalement, ils s'en sortent tout à fait correctement. Ou s'ils veulent pas faire un sportif. Et ça vaut pour beaucoup d'apprentissages. De la même façon, si je parlais des langues, si on n'entretient pas, on ne parle pas une langue pendant un certain temps, on va pas revenir au niveau 0, mais on aura peut-être un petit peu régressé, ce sera peut-être un petit peu moins fluide, et plus on va attendre, plus ce sera compliqué. À l'inverse, si on le réentraîne régulièrement, on va reprogresser plus vite. Donc on repart pas de 0. Ça existe peut-être, j'en ai pas tout de suite en tête des exemples de gens qui auraient perdu toute leur capacité comme ça de conduite directement, ou de faire du vélo sur des apprentissages, ce qu'on appelle procéduraux, donc assez ancrés dans le moteur. Mais clairement, on perd si ça vaut pour tout, hein, ça vaut physiquement si on fait de la musculation, si on fait de la course à pied, si on s'entraîne pas pendant des semaines, des mois, voire des années, on va perdre. Par contre, le jour où on reprend, on va retrouver un niveau plus élevé plus facilement que quelqu'un qui débuterait, parce qu'on a on est déjà passé par les chemins. Les herbes sont hautes, ils sont pas très visibles, mais en y retournant, on va les retrouver un petit peu plus facilement quand même que quelqu'un qui est jamais venu, qui a jamais découvert cet endroit-là. Parce que pourtant, on a parfois l'impression que la mémoire est pas quelque chose d'extrêmement fiable. Ça nous arrive d'oublier des choses. Parfois, on n'arrive pas à se souvenir de quelque chose et puis d'un coup, 3 jours après, on se dit ah oui, c'était ça, c'est ça que je voulais dire. Voire même parfois, on a des souvenirs qui peuvent être altérés avec le temps. Donc, on a quand même aussi l'impression que la mémoire parfois est quelque chose d'assez peu fiable au final. Oui, c'est vrai, on peut le dire directement comme ça, la mémoire n'est pas fiable. Contrairement à un disque dur qui fonctionnerait bien. On va dire dans des conditions de température, de pression, etc., dans des serveurs sécurisés où, je connais pas les chiffres, 99% du temps, il va tenir pendant plusieurs années sans aucun problème. Donc ça, c'est souvent une représentation qu'on a un petit peu erronée de la mémoire, un peu comme le disque dur on enregistre un truc, on le retrouve directement, qui est pas tout à fait vrai, parce que nous, on va oublier des choses beaucoup plus facilement. Un peu comme, ça serait plutôt comme une clé USB, on dirait, voilà, qui est beaucoup plus fragile, qui peut perdre des informations complètement, et après, parfois, on peut le récupérer à travers différentes opérations. C'est pas toujours perdu, mais il y a des choses qui vont en fait avec le temps diminuer. C'est une courbe en fait de l'oubli qui est normale. Hein, c'est le fonctionnement normal de la mémoire qui est depuis ça fait 150 ans quasiment maintenant, qui est décrite. C'était un chercheur qui s'appelait Ebbinghaus qui avait fin 19e présenté ça. Donc c'est vraiment une courbe qui diminue progressivement au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on retrouve un peu dans le on a... Oui, je me souviens. Pardon. Ah oui, parce que j'avais l'écran noir, il me reconnectait. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le film Vice Versa avec ces boules qui représentent les
les souvenirs. Et puis il y a ceux qu'on utilise très souvent, nos petits souvenirs chéris, la photo des vacances, le mariage, le jour où on est allé au stade voir son équipe préférée ou son artiste préféré la première fois, etc. Ces petits souvenirs qu'on va chérir, donc qui sont souvent là, c'est les chemins qu'on emprunte souvent dans notre réseau. Donc le chemin il est plus accessible, plus facile. Et puis il y a les souvenirs un peu périphériques qui sont un petit peu plus loin, qu'on a quand même régulièrement. Ils sont plutôt pas mal. Et puis après il y a ceux qui sont un peu plus loin dans le dessin animé, on voit qu'ils sont rangés, puis à force de pas être rangés, ils tombent dans une espèce de ravin un petit peu d'oubli, ils s'effacent tout doucement, ils deviennent un peu plus ternes, progressivement, comme l'ami imaginaire qui a présenté, qui disparaît au fur et à mesure. C'est un petit peu comme ça. C'est évidemment un peu simplifié. C'est pas un film scientifique. C'est un film d'animation pour les enfants et enfin toute la famille. Mais l'idée, elle est quand même là, c'est que ça peut effectivement s'appauvrir progressivement quand on va pas l'entretenir. Et il faut pouvoir y revenir dessus. Comme on a été coupé, pardon, je me suis interrompu. Est-ce qu'il y a une partie de la question que j'ai peut-être pas répondu? Non, parce qu'en fait, on parle de la fiabilité de la mémoire, donc effectivement, je comprends cet aspect d'érosion avec le temps. Est-ce que ça veut, enfin, est-ce que c'est aussi que à force d'apprendre des choses, on a besoin de faire de la place pour pouvoir continuer à apprendre des nouvelles choses? Tu vois, est-ce qu'il y a cette notion d'espace de stockage indisponible? Oui, il y a besoin de faire de la place, pas tant parce que il y a un espace limité, alors qui doit exister. Théoriquement, parce que on est des êtres biologiques finis. Enfin, il y a énormément de neurones, de connexions, mais c'est pas infini. Donc, il doit y avoir une limite. Simplement, a priori, aujourd'hui, personne n'a réussi à la toper, à mesurer où était cette limite du nombre d'informations qu'un cerveau humain concrètement pouvait retenir. On peut imaginer théoriquement, mais j'ai pas entendu parler de gens qui ont dit, bah là, il a saturé le disque dur du cerveau. En fait, si on reprend cette image-là, et notre cerveau est pas un disque dur, mais il doit y avoir une limite quelque part. Par contre, il y a une question de facilité d'accès. C'est-à-dire que si on a plein de souvenirs, plein d'éléments dans tous les sens, ça peut être plus compliqué d'y aller. C'est-à-dire, dans une maison, si on laisse tout traîner un peu partout, ça peut être plus compliqué de retrouver la chemise qu'on veut mettre le soir pour aller dîner, par exemple. C'est pas tant après une question de taille de stockage que de facilité d'accès. Et là, on va retomber un petit peu sur nos pattes avec deux choses qu'on a évoquées. D'abord, l'oubli, c'est-à-dire de faire du tri, en fait, de laisser de la place, pas dans l'absolu, mais sur le chemin. Donc, on a une réserve de trucs, mais ils nous servent pas trop. Voilà, c'est un petit carton qu'on va mettre dans le grenier, dans la cave, etc., dans un box, pour avoir la place d'accéder directement à ce qui nous intéresse. Et puis, mieux c'est rangé, mieux c'est organisé, plus ça sera accessible facilement. L'image que j'ai toujours en tête pour ça, c'est le petit tiroir ou la petite boîte qu'on a souvent à l'entrée de la maison. Il y a des gens, ils ont une boîte avec clé, avec portefeuille, avec un truc, voilà, c'est hyper calé. Il y a les piles rangées avec des étiquettes par taille de pile, etc. Et puis il y a des gens qui ont un bazar où ils balancent tout comme ça. Dans les deux cas, le matériel est là, si on fait donc le parallèle, l'information est là, il y en a un des deux qui va le retrouver un peu plus facilement. Et notre mémoire, elle est sensible, on parlait de fiabilité, à plein de phénomènes comme la fatigue, le stress, la prise de médicaments, la chaleur. En ce moment, il fait assez chaud. Typiquement, le phénomène que tu évoquais, ah ouais, je me rappelle pas de ça. Si on a moins bien dormi la nuit, qu'on a eu un sommeil plus difficile, qu'une bonne partie de notre énergie elle est pour réguler la température du corps, on en a un peu moins pour réfléchir. Et puis quand on est stressé, typiquement en examen, tout le monde a déjà connu ça au moins une fois. Moi, je l'ai connu, tous les gens avec qui je discutais, tous les étudiants avec qui je parle, ont vécu ce truc blanc. Enfin, il y en a, c'est un écran noir. Moi, j'avais l'image d'être un lapin pris dans les phares, vraiment tout blanc d'une voiture. Il y a plus rien, il y a plus de son, il y a plus d'image, on sait pas. Et puis, parfois, on se détend, on arrive à se dire, ok, je le sais, je souffle, je réponds au reste, je vais me reconcentrer dessus. Et puis, ça revient. Comme ça arrive souvent, quand on regarde un film, on dit, ah oui, tiens, cet acteur-là, il est vachement bien. Avant-hier, je regarde un film avec ma femme. On dit, tiens, lui, dans quoi on l'a vu? Et comme ma femme, je parle souvent de mémoire, elle m'a dit, me dis pas, parce qu'elle voulait aller chercher le chemin tout de suite, parce qu'elle a vu à ma tête que j'avais retrouvé qui c'était. Donc, ce coup-là, moi, le chemin avait marché, il était disponible. Il y a eu un peu de temps, elle a dit, ah oui, c'était une série médicale, il jouait un chef un peu
pas très sympathique, etc. Et puis elle avait plein de chemins à côté, mais il manquait la dernière étape. Et comme souvent, en fait, elle a laissé tomber. Je dis comme souvent, pas que ma femme laisse tomber des choses particulièrement, mais on laisse tomber ça, on arrête, on pense à autre chose. Et 10 minutes plus tard dans le film, elle dit, il jouait dans telle série médicale que j'ai vue, effectivement, parce qu'on est un petit peu moins stressé, on est moins concentré là-dessus, on se détend, et puis en fait le chemin est là, donc on va pouvoir le retrouver à un autre moment. Ça, ce sont des phénomènes qui sont normaux. On va considérer en fait qu'ils sont normaux tant qu'ils vont pas venir nous gêner dans ce qu'on appelle l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire de pas venir empiéter sur notre autonomie au quotidien. L'exemple qu'on donne souvent, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de leur mémoire. Si vous cherchez vos lunettes 2-3 fois par semaine, que vous entrez une fois par jour dans votre cuisine en disant je vais chercher un truc et vous savez pas, une fois par jour, peut-être on peut commencer à se poser des questions, mais voilà, quand c'est quelques fois dans la semaine, on va perdre quelques secondes. Quand on va aller vérifier si on a bien verrouillé à clé sa porte d'entrée. Ça arrive, tout le monde a déjà vécu ça. Ce qui est gênant, ce qui va avoir un impact au quotidien, c'est si on va vérifier 8 fois tous les matins, une fois qu'on a déjà marché 5 minutes, qu'on a sorti la voiture, qu'on est sur son vélo, il faut faire demi-tour et qu'on perd 1 heure par jour à faire ça. Ou qu'on passe 30 minutes tous les matins à chercher ses lunettes. Oui, là, on peut commencer à se poser des questions, d'aller consulter. Mais ces oublis, ils sont normaux quand c'est des informations qui sont pas pertinentes. Typiquement, le nom du comédien dans quelle série il jouait, pas très pertinent dans la vie quotidienne. Enfin, je travaille pas dans le cinéma, ma femme non plus, c'est pas une information essentielle. Trouver mes lunettes, c'est un peu plus intéressant, mais je les retrouve toujours. Par contre, si on les perd trop fréquemment, que ça fait perdre du temps, on peut commencer effectivement, pour le coup, à s'inquiéter et à aller consulter. Ouais. Est-ce que la sensation de déjà-vu ou de rêve prémonitoire, c'est aussi un sujet de fiabilité de la mémoire ou c'est complètement autre chose? Alors c'est des phénomènes qui sont très très complexes. Je vais répondre un petit peu, mais je vais passer la patate chaude. Il y a un collègue qui s'appelle Christopher Moulin, qui est un professeur de psychologie à l'université de Grenoble et qui est un spécialiste de ces questions-là, qui a fait un bouquin il y a quelques années justement à destination d'un public plus large que les seuls scientifiques de psychologie cognitive sur le déjà-vu. Donc voilà, s'il y a des gens qui se posent des questions dessus, je les invite à aller regarder ça. Il a fait des émissions de radio aussi, de télé. Et il y a d'autres collègues, mais lui, voilà, il est en France. Il y a des choses en français qu'on peut retrouver plus facilement. En fait, c'est des questions justement de manque de fiabilité de la mémoire et de connexion qui vont pas se faire tout à fait correctement, qui vont ressembler à quelque chose qu'on avait anticipé, des fois qu'on avait déjà imaginé, qui vont pouvoir un petit peu se chevaucher. Ce sont des phénomènes normaux dans le sens où beaucoup de gens les vivent. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est pas 0,2% de la population. Si on interroge nos proches, beaucoup de gens, pas forcément tout le monde, mais beaucoup de gens ont déjà expérimenté un déjà-vu. C'est quelque chose de très fréquent parce que justement notre mémoire n'est pas 100% fiable. Parfois aussi on a imaginé des choses et parfois on a anticipé des choses. De plus en plus maintenant, si on part en vacances, on allait regarder sur Google Maps, on a regardé des photos du lieu. Quand on arrive à l'endroit, on se dit tiens, ça me dit quelque chose. Bah oui, on a passé 4 heures à regarder sous toutes les coutures. Oui, ça nous dit quelque chose. C'est évidemment pas la seule explication, loin de là. Mais on a plein d'éléments en fait qui existent, qui ont pu s'entrechoquer, qui ont été peut-être, je parlais de rangement, peut-être pas tout à fait bien rangés et qui vont un peu se superposer. Oui, c'est vrai que moi ça m'a fait ça la première fois que je suis allé à New York, où en fait, après avoir vu la ville dans tellement de films, de séries, de contextes particuliers, où il y a une espèce de sentiment de déjà connaître la ville, alors qu'en fait j'y avais jamais mis les pieds. Pour terminer sur la notion de fiabilité de la mémoire, j'avais vu aussi que en fait les souvenirs peuvent être altérés. Alors je l'avais vu sur 2 aspects. J'avais vu en fait que si on repense à un souvenir dans un contexte, si on repense à un souvenir plusieurs fois dans un contexte similaire, le contexte peut en fait s'imprégner dans le souvenir et du coup modifier le souvenir. Mais j'avais vu un truc encore plus fou que tu m'avais expliqué en préparation, c'est qu'on peut implanter un souvenir dans la tête de quelqu'un. Et ça, je trouve ça assez fou qu'on soit capable de créer un souvenir chez quelqu'un.
Ouais. Alors sur la première partie d'abord, c'est effectivement comme quand on va en fait récupérer un souvenir. Donc c'est les grandes étapes de la mémoire. On a l'encodage, donc on enregistre, le stockage où on le garde en mémoire un certain temps, donc qui est là dans le réseau. Et puis la récupération, c'est on vient le rechercher, donc on repasse dans le chemin. En fait, donc plus on repasse dedans, mieux c'est. En fait, quand on le fait, souvent on a la conception générale que ça c'est pas apprendre, c'est réviser par exemple. Alors que ça fait partie du processus d'apprentissage. Que ce soit des langues, que ce soit d'apprendre à conduire, que ce soit n'importe quoi. En fait, quand on va récupérer l'info, soit juste sur le plan verbal, mais aussi sur le plan physique, hein, si on doit bouger, ces aspects-là, ça fait partie de l'apprentissage parce qu'en fait, on entretient ce chemin qui est plus accessible de fait, et on va aller aussi dans des réseaux, parce qu'un chemin, il n'est pas isolé, évidemment. Donc le contexte dans lequel on va récupérer le souvenir, il peut jouer, bien entendu, que ce soit un contexte physique, que ce soit social, que ce soit émotionnel aussi. Il y a des expériences assez amusantes dessus. Enfin, elles sont assez amusantes parce que ça sort des expériences de laboratoire classiques, mais c'est de la science très intéressante où, selon le contexte dans lequel on apprend, en fait, on peut le récupérer plus ou moins facilement. C'est-à-dire que si on encode dans le même contexte que celui dans lequel on va récupérer l'info, ça va être plus simple. Ça a été testé avec des plongeurs, par exemple, qui apprenaient des listes de mots sous l'eau, sur le bateau, etc. Donc, ce qui est un petit tips qu'on donne souvent aux étudiants, c'est si vous avez l'occasion de réviser, relire les cours, de faire les tests dans la salle où aura lieu l'examen, quand c'est ouvert, quand c'est possible, c'est plutôt pas mal parce que tous les chemins autour, tout le réseau, tout le contexte justement qui peut influencer, il est déjà là. Donc il y a un petit bout du chemin qui est déjà là, et un petit pré-câblage. Okay. Ça veut pas dire qu'il suffit de relire une fois dans l'amphi du partiel, hein, évidemment, mais à temps de travail égal, ça va faciliter un peu les choses. Donc ça, ouais, le contexte, il va jouer. Évidemment, il joue toujours, hein, que ce soit le lieu, l'émotion, les gens avec qui on est. Ça va venir teinter, et quand on va le récupérer, en fait, on va retravailler le souvenir. Il va être modifié, puisque comme c'est pas fiable, on l'a dit, ça va changer, les souvenirs évoluent au fil du temps. L'autre partie de la question, c'était sur ce qu'on appelle donc l'implémentation de souvenirs, qui remonte à une cinquantaine d'années maintenant. C'était la fin des années 70, si je dis pas de bêtises, plutôt en Amérique du Nord, avec beaucoup de questions autour des témoignages. Donc ça part évidemment de soif de connaissances. On a envie de comprendre les phénomènes en tant que scientifique. Et puis il y avait une demande de la société aussi, avec un certain nombre de témoignages d'agressions sexuelles notamment, et quant à la fiabilité des témoignages qui étaient donnés. Ce qui est une question qui existe toujours aujourd'hui, et en tout cas qui mériterait d'être beaucoup plus connue du grand public. J'en profite. J'ai l'impression de faire la pub de plein de collègues. J'ai pas de lien d'intérêt avec eux. C'est juste des collègues qui font du bon travail. Un collègue qui est, si j'ai pas de bêtises, à l'université de Nîmes. En tout cas, c'est dans le sud de la France. Il s'appelle Olivier Daudier, qui a publié tout récemment un ouvrage sur justement la psychologie de la mémoire des témoignages, ou de la mémoire dans le contexte judiciaire. J'ai plus le titre exact, je pourrais le retrouver pour le mettre en lien au besoin, qui s'intéresse à ces questions-là parce que c'est pour le coup très documenté et assez peu connu, en tout cas trop peu connu des services judiciaires, de police et du grand public sur ce qu'on peut avoir sur ces aspects de mémoire. Je reviens donc à l'expérience initiale. La question c'est est-ce que les souvenirs sont des vrais souvenirs? Est-ce que les faux souvenirs ça existe? On sait que oui. Est-ce qu'on peut les implémenter? Est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce qu'on peut influencer aussi? C'est important dans la façon d'interroger justement les victimes ou les témoins, hein, d'ailleurs de différentes affaires. Et ce qui a été fait, c'est des paradigmes dans lesquels on demande aux gens de raconter leur vie par différentes périodes, ce qui est classique. On appelle ça la mémoire autobiographique. Ça fait des décennies qu'on étudie ça, on continue de le faire. On demande quel est le premier souvenir que vous avez dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé à votre adolescence, quand vous étiez jeune adulte, quand vous aviez 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Et on peut le détailler. On voit qu'avec ça, il y a ce qu'on appelle un pic de réminiscence, par exemple, autour de la vingtaine. Globalement, c'est la période pour le dire simplement, des premières fois, quand on a un diplôme, le brevet, le bac, une licence, un master, un doctorat, peu importe les diplômes qu'on peut avoir, le premier emploi qui arrive souvent fin d'adolescence, dans l'âge adulte,
ou quand il y a des couples qui vont par exemple se marier, se paxer, des arrivées d'enfants, de premier appartement, de maison, de véhicules, etc. C'est une période souvent très riche, donc il y a aussi plus, c'est des choses plus marquantes, il y a un petit peu plus de souvenirs à ce moment-là. Et dans ce qui est fait dans les travaux sur l'implémentation de l'intention, donc on interroge toutes ces périodes, et ce qu'ont fait les premiers scientifiques à étudier ça, c'est qu'ils ont volontairement introduit un souvenir qu'ils savaient faux, qui n'était pas quelque chose qui avait été raconté dans des sessions précédentes, on fait ça en plusieurs sessions par les participants, en disant notamment, vous avez volé quelque chose dans un supermarché quand vous aviez 14 ans, 15 ans. Évidemment, la première fois, l'immense majorité des gens vont dire, non, moi j'ai rien volé dans un supermarché. Ah, on s'assure après avec la famille, évidemment que c'est pas arrivé. Quelqu'un qui avait l'habitude de piquer des bonbons, des sacs à main et des vestes tous les week-ends au supermarché, bien entendu, l'expérience ne marche pas. Mais c'est une toute petite partie qui est évidemment exclue directement, où on leur propose autre chose si on le sait avant. Ce qui est fait, c'est qu'on va implémenter ça de façon très naturelle. Voilà, un scientifique qui dit, je fais un rappel de ce qu'on m'a dit la dernière fois, quand vous aviez 6 ans, vous étiez tombé dans la cour de récré, vous étiez écorché le genou, à 9 ans, vous aviez gagné le tournoi local de fléchettes junior de votre village, etc., etc. Donc on récapitule, puis on dit, vous aviez volé quand vous aviez 14 ans, la personne dit non, pardon, j'ai dû me tromper, on peut passer à autre chose, il y a différentes façons de le faire, évidemment, et on revient dessus, en fait. Et la fois d'après, on revient dessus, et encore après, et encore après. Ce qui fait qu'à la fin, cette expérience-là, qui a été répliquée plusieurs dizaines de fois dans différents pays au fur et à mesure des années, on a environ la moitié. Le chiffre exact de la méta-analyse, c'est 49, je sais plus combien, 3. C'est un tout petit peu moins de 50%. Donc méta-analyse qui regroupe toutes les études qui ont été faites dessus. En moyenne, c'est donc environ la moitié, on peut dire, des participants hors troubles de mémoire, psychiatrique, neurologie. Des gens qui n'ont pas de problème particulier concernant la mémoire, qui vont croire, quand on leur demande dans la restitution finale de redonner les souvenirs, ils vont croire sincèrement que ils ont vraiment volé quelque chose quand ils étaient ados. Donc on peut implémenter ça. Ce qui pose des questions éthiques évidemment importantes, c'est des protocoles extrêmement encadré. On passe devant des comités d'éthique avant de faire la moindre recherche. Donc, quand on fait ça, évidemment, il y a un suivi après, il y a un débriefing, il y a un accompagnement, il y a des orientations possibles vers des services aux besoins. Donc, normalement, les protocoles sont faits pour que ça se passe bien, mais pour les gens qui connaîtraient pas le fonctionnement de la recherche scientifique, c'est pas docteur Frankenstein, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est très encadré et tant mieux. Mais reste qu'on peut implémenter des souvenirs. Donc là, c'est évidemment débriefé, c'est fait dans un cadre sécurisé, connu. C'est quelque chose qui peut nous arriver. Il peut y avoir des gens qui utilisent ce genre de technique de façon malveillante, d'abord, pour diminuer la confiance en soi d'une personne, pour les manipuler. Et puis nous-mêmes, en fait, à force de se raconter des histoires, d'enjoliver les choses, parce que des fois, on n'a pas envie de raconter on est tombé dans l'escalier devant tout le monde, et on va plutôt raconter une autre anecdote, et on va embellir un petit peu, plus ou moins volontairement, la vérité, pour plein de raisons, ou on raconte toujours la même anecdote en prenant des raccourcis. Et les raccourcis qu'on prend, on va peut-être les oublier, puis ça va renforcer autre chose. Donc, à force de le raconter, on peut aussi pas forcément avoir des faux souvenirs complets, qui sont vraiment c'est pas tout blanc, tout noir, les choses sont pas dichotomiques, mais on peut arriver dans la vie de tous les jours, ce que je veux dire, c'est hors ces protocoles-là, à avoir des faux souvenirs. Passionnant. Pour terminer, parce que tu l'évoquais tout à l'heure aussi, parmi tes sujets, il y a le fait de rendre plus efficace l'apprentissage. Alors, tu nous as déjà donné un conseil. En cas d'examen, c'est d'apprendre dans la salle où aura lieu l'examen. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a plusieurs moyens d'apprendre. Ça peut être de lire quelque chose, de pratiquer, de l'écouter. Je pense que bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que le podcast est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose. Mais au-delà de ça, c'est quoi un peu les différentes modes d'apprentissage? Est-ce que cette histoire comme quoi certaines personnes sont plus kinesthésiques, d'autres plutôt auditifs, d'autres plutôt visuels? Est-ce qu'on a vraiment comme ça des prédominances de capacité d'apprentissage? Et comment est-ce qu'on peut rendre notre capacité à apprendre plus efficace? Alors, quand on parle des modalités comme ça, c'est ce qu'on appelle les styles d'apprentissage. Donc, les gens vont dire, souvent les gens disent visuel, d'ailleurs, c'est
75%, parce que beaucoup des informations sont présentées visuellement, pour le coup. On lit, on regarde des vidéos, par exemple, on regarde des choses écrites au tableau quand on est élève. Ce sont des préférences, comme moi je préfère le chocolat noir 80%, mon fils il préfère le chocolat praliné avec des noisettes. C'est des préférences, sont des goûts. Je préfère mettre des t-shirts que des chemises, je suis plus à l'aise comme ça. C'est une préférence, on a bien le droit de l'avoir et c'est quelque chose qui est pas très discutable. On peut comparer nos goûts, mais c'est un fait. Je préfère le chocolat noir, tu peux pas me dire « Ah non Mathieu, en fait, tu préfères le chocolat blanc ?» Non, je préfère le chocolat noir. La question qui se pose surtout, c'est est-ce que c'est plus efficace ? Et là, la réponse est extrêmement claire sur le plan scientifique, c'est pas du tout. D'apprendre dans sa modalité préférentielle n'a pas d'impact sur la performance après. Donc ça veut pas dire qu'il faut la délaisser. En fait, la technique, on l'a déjà donnée, on a déjà donné le principe, puisqu'on a parlé du réseau. Pour avoir plusieurs chemins, pour avoir accès à une information, le mieux c'est d'avoir justement plusieurs chemins, donc des chemins différents, des modalités différentes. Donc si je me dis je suis visuel et je fais que du visuel, et je fais que relire, par exemple, mon cours, ou je fais que apprendre l'espagnol en lisant des textes, je vais me priver de pas mal de chemins. Je vais me priver de parler, je vais me priver d'écouter, je vais me priver de regarder des vidéos, des films, de faire des jeux, de lire. J'ai essayé ça il y a pas longtemps, je suis pas encore au niveau, de lire des manuels en espagnol. J'arrive pas à tout comprendre encore, il va falloir que je progresse. Mais ça me crée un chemin en plus quand même, qui est un chemin qui est pas très accessible. Et l'idée avec tous ces chemins-là, souvent la métaphore que je donne, c'est avec la main, 5 doigts autour d'une main, on lève tous les doigts. Si on n'a qu'un seul chemin, on a fait que du visuel, on n'a qu'un chemin. On n'a qu'un doigt levé, on a le pouce. Si on baisse le doigt parce qu'on est fatigué, on a oublié, parce que le temps a fait son effet, on est stressé, on a pris des médicaments, etc., c'est perdu. Alors que si on se dit je suis visuel, je vais commencer par ça, ou je vais finir par ça, peu importe. Vraiment, c'est de la préférence. Si ça aide à lancer l'action, tant mieux. Et je vais aussi, par exemple, je vais lire un texte, je vais aussi écouter un podcast. Je vais aussi en discuter avec mes amis pour réviser. Je vais faire un quiz. Et là, je vais repasser dans le chemin aussi. Je vais avoir plein de chemins possibles. Donc, si on a un ou deux qui marchent pas, c'est pas très grave parce que j'aurai les autres. C'est peut-être pas mes préférés, c'est peut-être pas les plus rapides, peut-être pas les plus efficaces, mais ils sont là. Donc, C'est comme quand il y a des travaux. Il y a une route principale, elle est vachement pratique. Il y a des travaux dans une rue pas loin de chez moi et c'est un joli raccourci. Et je passe par 2 rues à côté quand je suis en voiture et je perds 1 minute 30. Bon. C'est pas très grave parce que je peux quand même aller là où je veux. Donc, c'est l'idée de pas avoir qu'un seul chemin, qui est donc non seulement pas efficace, mais qui peut être nocif, parce qu'on va potentiellement plus oublier des choses. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que pour être un meilleur développeur ou développeuse, il faut écouter le podcast IFTTD, il faut s'abonner à IFTTD sur YouTube et sur TikTok pour avoir la version vidéo en format court, il faut s'inscrire sur le MCP IFTTD pour pouvoir coder avec le savoir d'IFTTD directement, et qu'il faut aussi s'abonner à IFTTD sur LinkedIn pour pouvoir lire régulièrement ce que IFTTD publie. C'est ça un peu ce que tu dis. C'est pas exactement la conclusion que j'avais en tête, mais c'est une interprétation qui est pas du tout déconnante, de multiplier des formats, notamment pour les communications, typiquement entre de l'écrit, de l'audio, des formats mixtes, par exemple avec TikTok, avec les vidéos. Et puis quand il y a des exercices, quand il y a des choses à tester, à mettre en place, c'est, on va dire, les trois grandes approches. Et on parlait des contextes, on peut le faire dans différents contextes. Aussi, l'idée c'est de connaître ça, en fait, de connaître les règles. Moi, je vois ces façons, ces données scientifiques qu'on a comme une sorte de filtre. Et voilà, je filtre les bonnes des mauvaises informations, les techniques efficaces, non efficaces. Typiquement, style d'apprentissage, ça marche pas. Se tester, réviser, c'est-à-dire reprendre le chemin, c'est super efficace, par exemple. Faire des connexions, on en parlait tout à l'heure, c'est super efficace. Et après, dans ce qui est efficace, ils peuvent avoir des points un petit peu différents, mais moi, je vais l'adapter à ma pratique. Par exemple, j'aime bien écouter des podcasts. Alors parfois, c'est des choses amusantes qui me détendent, puis des fois pour apprendre des choses. Quand je cuisine, je coupe des légumes. J'écoute beaucoup de podcasts en coupant des légumes, en épluchant et en préparant des plats pour la famille. Donc ça me permet dans mon quotidien de faire ça. Quand je prends le vélo, évidemment, je le fais pas. Par contre, en voiture, j'ai aussi cette possibilité-là, ou si je suis dans le train. Donc c'est de l'adapter à ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont beaucoup prendre la voiture ou les transports en commun. C'est un bon moyen d'écouter des podcasts, d'apprendre des choses, de faire son petit exercice
Moi, je fais souvent mon petit exercice d'espagnol en faisant couler le café ou en attendant que l'ordinateur redémarre, etc. Voilà, ça prend 2 minutes, 3 minutes. C'est très rapide de l'adapter à son fonctionnement, qui est sûrement le meilleur, je dirais, couple de conseils. C'est-à-dire prendre ce qui est efficace. Ce qu'on est en train de dire, c'est notre responsabilité de scientifique de diffuser ça aussi, des médias. Et après, au niveau individuel, faire le tri dedans et voir comment je peux l'adapter. Le double avantage, c'est qu'en faisant ça, comment je peux l'adapter ? Je vais créer des chemins, je vais imaginer aussi des solutions que je vais développer en fait des savoir-faire qui seront utiles par la suite. Ok, canon. Merci beaucoup Mathieu pour toute cette conversation. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes ? Oui, alors il y a déjà les ouvrages que j'ai cités de collègues. Si la question de la mémoire intéresse les gens, on a enregistré il y a 1 an et demi un podcast avec l'Observatoire B2V des mémoires. Donc je pourrais transmettre le lien si il peut être dans la description sur justement les stratégies pour apprendre. Donc qui est vraiment centré sur un petit peu la dernière partie de ce qu'on évoquait. Et je crois que ça dure une demi-heure. Il y a une vidéo qui doit être sur YouTube et après des podcasts différents formats. Donc pour les gens que ça intéresse de creuser cette question-là, ça a été fait par une journaliste qui a fait un travail absolument formidable. Enfin, elle a déroulé toute la conversation en préparant avant. C'est pas mal. Et sinon, parce que là c'est un peu auto-promo, ça a été organisé par d'autres personnes qui étaient en lien avec la thématique. Et autre chose, je conseillerais, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle La Boîte à Curiosité, qui est pilotée par Marie Trébert, qui est une vulgarisatrice scientifique de grand talent. Qui fait aussi des choses avec Arte, qui fait plein de communication scientifique, qui est sur Radio Nova, qui participe à la dernière avec des chroniques de temps en temps. J'en parle parce que en termes de mémoire, justement, d'apprentissage, et de curiosité, c'est son thème. C'est quelqu'un qui m'a amené à m'intéresser à beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément mes centres d'intérêt particuliers, justement, d'étendre cette zone de confort, d'aller chercher autre chose sur de la biologie, sur le monde animal. Et je pense qu'on a beaucoup besoin de ce travail de médiation scientifique que Marie Trébert fait très bien avec sa chaîne, que des tas d'autres gens font formidablement bien. Mais si je les cite, le podcast va durer 30 minutes de plus si je vais chercher partout. Donc j'encourage les gens à aller regarder des scientifiques, des gens qui font de la médiatisation scientifique de qualité. Et cette chaîne-là en particulier, parce qu'il y a plein de contenus vraiment formidables. Canon. On mettra bien évidemment tous les liens en description. Et pour terminer, la dernière question, qui est donc une adaptation à la question traditionnelle, mais qui se prête peut-être encore plus à ton épisode qu'aux autres. Mathieu, est-ce que tu es plutôt inné ou acquis ? Ma vraie réponse, c'est ni l'un ni l'autre, ou les deux. Mais c'est une pirouette où je sens que ça va être trop peu satisfaisant. Parce que évidemment, c'est les deux qui vont rentrer en compte, qui vont interagir. Je dirais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'acquis, parce que c'est là où on peut le plus agir. Donc ça enlève pas évidemment le poids de l'inné, bien au contraire. Mais dans le métier, que ça soit de psychologue, de chercheur, d'enseignant, dans la vie pour apprendre, c'est sur l'acquis qu'on va pouvoir agir un petit peu plus. Les stratégies que j'ai données, c'est plutôt sur de l'acquis, donc j'ai un penchant un petit peu personnel dessus, même si les deux sont évidemment très importants. Alors, ce qui me fait penser, alors du coup, peut-être, je sais pas si tu peux me faire une réponse peut-être très concise sur cet élément, parce que on est déjà sur la fin du podcast, mais j'avais vu effectivement que on est biologiquement câblé pour avoir peur des serpents, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, quelque chose qui a la forme d'un serpent ou d'une araignée, les enfants en ont peur. Ça veut dire qu'on a ce savoir qui est inscrit dans notre ADN et qui est dans la construction du cerveau direct, et déjà là quand on est né. Je ne sais pas ça. J'étais en train de me dire justement que j'avais pas dit je ne sais pas comme réponse. Donc c'est l'occasion de dire que on sait pas tout. Peut-être que c'est vrai, faudrait vérifier. C'est pas une connaissance que j'ai pas d'exemple d'article de recherche dessus pour appuyer, dire que c'est vrai ou dire que c'est faux. Donc je pourrais peut-être regarder après et renvoyer qu'il y a le lien en commentaire. Mais je sais pas, et ça fait partie aussi de l'apprentissage de ne pas savoir et de pouvoir le reconnaître. Ça donne l'envie d'apprendre encore plus. Super conclusion. Merci beaucoup Mathieu pour cette discussion. Merci beaucoup.
Et merci à tous d'avoir suivi cette série spéciale. Donc, voici le dernier épisode. Effectivement, s'intéresser à l'apprentissage et à la mémoire. J'espère que, comme moi, vous avez appris énormément de choses sur le fonctionnement de notre cerveau et sur ce qu'est réellement l'intelligence. Et on va donc pouvoir attaquer la semaine prochaine avec toute une série d'épisodes à nouveau on va parler de tech, on va parler d'IA bien évidemment. Et donc maintenant, ici, on maîtrise aussi bien la partie artificielle que la partie intelligence. Et on peut peut-être essayer de répondre collectivement à la question, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est plus artificielle ou intelligente? Je vous propose une série de discussions autour de ce sujet-là sur tout le mois de septembre, notamment au travers du Discord. Rejoignez-nous, on pourra se lancer dans un débat là-dessus, ou sur TikTok ou sur LinkedIn, comme vous voulez. Bref, rejoignez le podcast un peu partout. C'est aussi un moyen de prolonger cette conversation. Je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes d'IFTTD plus traditionnels. Et donc rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'If This Then Dev. Merci à toute l'équipe qui rend ce podcast possible épisode après épisode. Et merci à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rejoignez la conversation sur tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. Donnez-nous les invités que vous aimeriez entendre ou les sujets qui vous intéressent sur @bibir BEAR ou @ifthisdendev. Vous retrouverez aussi tous les épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'un coup de main sur un sujet produit, tech ou organisation, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@iftttd.io. Merci à tous.